Bonjour, l'homme que vous allez entendre est traumatisé car il a été piégé par un trans, c'est-à-dire un homme transféminin qui s'est fait passer pour une femme. Il est tombé follement amoureux, il l'a présenté à ses parents, il dit avoir eu des rapports sexuels avec elle sans s'être rendu compte qu'il s'agissait d'un homme parce qu'il avait subi une vaginoplastie qui apparemment était suffisamment bien faite pour que ce soit crédible. C'est un véritable traumatisme et il explique que finalement, ces hommes transféminins nient leur véritable, bien sûr, identité sexuelle au point de se mentir à elles-mêmes et de mentir à tout leur entourage et de finalement vouloir aller jusqu'au bout du mensonge en trompant un homme, en lui faisant croire qu'on est une femme de naissance. C'est poignant comme témoignage parce que l'homme a bien sûr vécu l'enfer lorsqu'il s'est rendu compte que sa compagne n'en était pas une. Les femmes trans demandent à être perçues comme des femmes, point. Et forcément, quand on creuse un petit peu, on voit qu'elles souhaitent se rattacher à une femme biologique. C'est-à-dire qu'elles vont tout faire pour leur ressembler physiquement, elles vont attendre qu'on les traite de la même façon qu'on traite une femme biologique, dans la société, dans les relations, etc. Pourtant, il y a une différence. Dans votre livre, il y a pas mal de scènes de sexe avec Lucie. Et dès la première scène de sexe, vous écrivez d'ailleurs que son anatomie vous a paru spéciale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'anatomie de Lucie était spéciale, différente ? On va dire que pour ce qui est de... Alors, je savais qu'on allait parler de sexualité puisque la sexualité est indissociable de cette thématique de la transidentité, c'est très très lié. Je dois dire que les lèvres n'étaient pas tout à fait habituelles, mais j'ai envie de dire, toutes les femmes ne sont pas faites exactement pareilles non plus. Donc je l'ai également mis dans le roman comme premier signe d'alerte. Mais dans la vraie vie, je n'étais pas non plus en train de la scruter. J'ai juste remarqué une petite différence visuelle que j'ai très vite acceptée, mais qui ne m'a pas non plus paru douteuse, si vous voulez. Vous pouvez nous la décrire physiquement, Lucie ? Lucie, elle était très grande, très grande. On est sous le 1m80 quand même, mais elle est grande pour une femme. Elle est très belle, elle a un visage de rêve, elle a une silhouette, je dirais de mannequin en fait. Donc parce qu'elle est très grande, qu'elle est relativement mince, pas trop non plus. Elle a des jolies épaules, un petit peu affirmées, un petit peu de muscles là où on ne l'attend pas, c'est très joli. Elle a certes un bassin relativement étroit, mais pas de quoi alarmer non plus. Il y a des femmes qui ont des bassins relativement étroits. Et je dis ça puisque le bassin, c'est quand même le seul os du corps humain qui se différencie entre les hommes et les femmes. Pour vous, c'était absolument inenvisageable que ce soit un homme quand vous l'avez rencontré. Et maintenant, avec du recul, est-ce que quand vous l'avez revu, quand vous la regardez, est-ce que maintenant ça vous apparaît que cette personne a fait de la chirurgie esthétique, que cette personne est finalement un homme ? Alors que c'est un homme, pas du tout. J'arrive même pas à dire « il », et même si je me forçais pour quelque raison que ce soit, je pourrais pas. J'ai déjà essayé de me dire « il ». Voilà. Dès que je repense à elle, eh bien c'est elle, voilà. Mais pour la chirurgie, moi qui avais un œil relativement novice à ce niveau-là, alors j'avais déjà un tout petit doute, puisqu'elle a quand même des... Sans la décrire très précisément, elle a les joues qui semblent refaites. Elle m'a précisé d'emblée qu'elle n'était pas refaite. Je me suis dit, peut-être qu'il y a eu une petite injection ou deux. J'ai pas creusé non plus. C'était pas non plus une information capitale. En revanche, comme je sais qu'elle a tout refait, les lèvres, le nez, la mâchoire, même l'implantation capillaire, je le sais, mais ça ne se voit pas. C'est très bien fait. Et dans le livre, vous décrivez un moment où Arthur voit une photo de Lucie, donc qui est Dorian avant. Oui. Est-ce que ça c'est vraiment arrivé ? Et quand vous avez vu cette photo, qu'est-ce qui se passe en vous ? Oui, c'est vraiment arrivé. J'ai vu une photo d'elle, alors je ne sais pas à quel âge, je dirais la vingtaine peut-être, avant toutes ces opérations. Je dois dire que quand on voit la photo, on associe le visage à la personne qu'on a fréquentée 1 an et demi. J'essaie d'être correct, hein, mais il y a un malaise intérieur énorme. J'ai eu une nausée
instantané. Toutefois, dès que je ne vois plus la photo, j'arrive même plus à y penser. Je l'ai quand même fréquentée pendant 1 an et demi. J'ai vu d'autres photos d'elle actuelles. C'est celle-ci qui reste. C'est pas la vraie photo. Est-ce qu'il y a une dissociation qui se crée en vous entre voilà, cette personne que vous avez connue et puis cette connaissance que vous avez enfin, voilà, de Dorian, de cet homme, de cette vie d'avant? Est-ce que vous arrivez dans votre tête à intégrer les deux, ou est-ce que finalement vous n'y arrivez pas? Je n'y arrive pas. C'est compliqué et je pense que c'est normal que ce soit compliqué. La chirurgie esthétique, ça s'est développé ces dernières dizaines d'années. Avant, ça n'existait pas et un humain ne pouvait pas changer du tout au tout en quelques années. Donc je pense que le cerveau ne peut pas assimiler 2 visages différents à la même personne. C'est très compliqué. Et comme on l'a fréquenté pendant 1 an et demi, eh bien ce visage-là, on découvre que c'est son réel visage, mais c'est pas celui qu'on retient, c'est pas celui qu'on a connu dans la vraie vie, qu'on a touché, qu'on a vu. Donc non, je pense que je le dissocie naturellement. Et je me demande si je force pas la dissociation moi-même, puisque peut-être que je me protège mentalement en me disant non, ça reste Lucie, c'est vraiment pas cette personne qu'elle était avant. À un moment dans votre livre, vous écrivez que malgré le fait que Lucie soit un homme, et donc vous venez de le découvrir, voilà, vous avez un nouveau rapport sexuel avec cette personne. Vous écrivez « Je suis en train de faire l'amour dans le reste d'un pénis, quoi. Un pénis reconstitué en pseudo-vagin. » Vous ressentez quoi à ce moment-là? Du dégoût. Je suis un peu cru, je sais, mais on a le temps, en apprenant qu'elle est transgenre, et avant de la revoir, on a le temps en fait de regarder l'opération de la vaginoplastie, voir comment il transforme bien le matériel masculin en pseudo-vagin. Donc, c'est une boucherie, c'est une charcuterie, et savoir qu'on est là-dedans, ça retournerait n'importe qui, je pense. Et comment ça se fait, en fait, que malgré le fait que, voilà, donc vous avez appris que Lucie était un homme avant, et que ça, enfin, vous êtes renseigné sur toutes ces opérations, ça a créé une sorte de dégoût, enfin, vous parlez d'une boucherie, voilà. Comment ça se fait que finalement vous recouchez avec elle? Enfin, c'est quoi le contexte, en fait? Comment ça se passe? Eh bien, en fait, la rupture est prononcée. Pour autant, 1 an et demi d'amour, on n'efface pas ça en un claquement de doigts. Alors forcément, à un moment, je suis pris d'une crise d'angoisse parce que la situation est terrible, elle me manque atrocement, je lui demande de venir chez moi. On essaye de se revoir, on se dit qu'on va trouver des solutions parce que j'étais très amoureux de cette personne, je l'aimais beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de raisons de l'aimer. Alors forcément, ça fait partie de l'amour, on se rapproche encore physiquement, on essaye de faire comme si de rien n'était, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc même si j'ai appris que c'était un homme, j'ai eu une période où je me suis dit, c'est sa particularité, c'est comme ça, c'est mon histoire, je vais faire avec. Ça va être compliqué, mais je vais faire avec. Mais non. Ouais, vous avez essayé d'envisager quand même de rester avec elle malgré tout ça? Oui, j'ai envisagé parce que notre relation était quand même puissante, évidente, et après 1 an et demi, même si j'avais de nouveaux doutes sur sa personnalité, j'avais des certitudes également. Je me suis dit, elle est faite pour moi, je ne vais pas la laisser filer pour ça, je vais faire avec, et forcément il y a aussi une nouvelle émotion qui s'installe, c'est que là où avant j'étais dans une grande admiration pour elle, j'ai également eu maintenant de la pitié. C'est triste à dire, mais quand on apprend qu'elle est femme transgenre, on a envie de lui tendre la main, parce que c'est une personne qui compte déjà beaucoup pour nous, et on n'a pas envie de la laisser plus bactère, et on n'a pas envie de se laisser plus bactère soi-même non plus. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, voilà, je sors avec une femme trans, est-ce que ça ne voudrait pas dire que je suis un homme gay? Si, on se pose la question. On se dit, mais je suis quand même d'une grande ouverture d'esprit pour un hétéro. Et pour autant, comme je vous le dis, en fait, on n'arrive pas à se dire que c'est un homme.
Donc après on rationalise, on se dit si je suis attiré par elle physiquement, ça veut dire que au fond de moi j'aime un homme qui ressemble beaucoup à une femme. Toutefois en fait c'est quelque chose qui est normalement impossible. Sans les progrès scientifiques, médicaux et la chirurgie, normalement c'est impossible. Et puis c'est pas comme si vous aviez été dès le départ informé que c'était une personne trans. Et puis c'est aussi, voilà, certains hommes sont attirés par des femmes trans qui gardent leur pénis. Et donc à ce moment-là, c'est très différent de votre cas. C'est ça, oui, moi forcément, en apparence, c'était une femme complètement. Oui, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau ça aussi. Il y a ce qu'on appelle les caractères sexuels primaires, donc finalement c'est votre organe génital et tout le bagage hormonal que ça présente. Et il y a ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Donc c'est toute l'apparence qui découle de ce bagage hormonal. Donc ça va être pour les femmes des seins, pour les hommes ça va être de la barbe, ça va être l'apparence, en fait la dissociation entre mâle et femelle pour des adultes. Et jusqu'ici, comme je le disais, en fait, normalement les caractères sexuels primaires et les secondaires n'étaient pas dissociés. On ne pouvait pas. C'est que récemment qu'on peut créer des chimères humaines qui présentent les caractères primaires, par exemple le pénis ou le vagin, et avoir des caractères secondaires tout à fait autres, tout à fait différents et opposés. Ça, c'est nouveau. Normalement, ça n'existe pas dans la nature. Donc vous écrivez dans votre livre « Méfiez-vous d'une personne capable de détruire son corps pour le remodeler selon ses fantasmes. Ne croyez pas à ses lamentations victimaires sur sa vie sentimentale, familiale ou sociale. Si elle est capable de se détruire elle-même, elle est capable de vous détruire vous aussi. » Est-ce que vous pouvez développer ? Est-ce que vous avez été détruit par cette personne ? J'ai pas envie de m'apitoyer, je l'ai déjà fait en partie dans mon livre. Mais comme j'ai eu des idées très noires à un moment, je pense qu'on peut le dire, oui, j'ai été détruit par cette personne au moins jusqu'à maintenant. Forcément, j'espère que ça ne me suivra pas toute ma vie, même si je risque de ne pas l'oublier. En revanche, c'est quelque chose qu'il y a à prendre en considération, c'est que je suis d'accord pour dire que les personnes trans traversent des périodes très difficiles. En même temps, je ne suis pas sûr que la société les emmène dans la bonne direction. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'un trouble mental puisse être soigné en détruisant le corps de la personne. Hein. Si c'est le bazar à l'intérieur de votre maison, vous n'allez pas repeindre la façade, changer les volets. C'est pareil pour les personnes trans. La comparaison est peut-être maladroite, mais au moins c'est l'essentiel. Si cette personne-là choisit le chemin de l'autodestruction, que c'est une personne vulnérable, car moi je pense que toutes les personnes trans qui en viennent justement à faire des modifications corporelles, je pense qu'elles sont vulnérables, je pense qu'elles recherchent quelque chose et elles sont prêtes à tout pour arriver à leur but. Eh bien elles s'engagent sur un chemin d'autodestruction et forcément si vous êtes dessus, elles n'auront pas de pitié pour vous, elles vont prendre ce qu'elles peuvent prendre de vous et elles ne vont pas se soucier de vous, elles sont très tournées vers elles-mêmes à ce moment-là. Et alors, vous expliquez dans le livre, effectivement, avoir eu des pensées suicidaires. Pourquoi ces pensées suicidaires ? Pourquoi est-ce que vous-même, vous avez envie d'arrêter votre vie quand vous découvrez ça ? Eh bien, moi, je pense qu'on vit à une époque où tout ce qui est relation, amour, c'est de plus en plus compliqué. Je regarde les chiffres du mariage, du divorce. Par rapport aux années 70... à peu près, hein, on se marie 2 fois moins, mais on divorce 2 fois plus. Difficile de croire encore en relations humaines de nos jours, relations amoureuses, pardon. Et puis là, il y a cette femme superbe qui arrive dans ma vie, incroyable, très belle, qui me correspond sur tous les points, avec qui je crée une complicité, mais que je n'ai jamais vue, que je ne pensais même pas possible. Et là, je me dis, mais en fait, c'est bon, j'ai trouvé la bonne, je ne pensais même pas qu'elle existait. Et tout à coup, on découvre que tout ce qu'on déteste dans ce monde, toute la décadence, etc., cette personne l'incarne à la perfection. Donc non seulement on perd espoir de manière générale, mais cette personne-là, particulièrement, transforme tout l'affect qu'on avait pour elle en une immense peine. Et émotionnellement, c'est difficile de s'en remettre.
Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux, d'activer la petite cloche pour être prévenu de la mise en ligne de nos nouveaux contenus. Et si notre travail vous plaît, et si vous souhaitez nous encourager à continuer, vous pouvez nous faire un don sur le lien en description. Qu'est-ce qui est le plus dur là-dedans? C'est le mensonge, le rapport au réel complètement biaisé? C'est quoi? Un peu des deux, hein. C'est difficile de choisir. Le mensonge quand même. Il y a eu beaucoup de mensonges de la part de Lucie? Énormément. Si vous lisez le livre, bon, forcément, je vais gâcher un petit peu le plaisir de découverte, mais non seulement, eh bien, c'est une personne trans, c'est une personne qui est de nature très très infidèle, qui est prostituée. Ça, c'est terrible, ça. Découvrir qu'on est avec une femme prostituée, non seulement c'est de l'infidélité professionnelle, mais en plus, j'ai personnellement peu de considération pour les femmes qui choisissent de se prostituer. Pour moi, on fait commerce de son intimité, c'est renoncer à son humanité. Et j'ai très peu de considération pour les personnes qui le font volontairement. Elle est également droguée. Forcément, je viens de parler de prostitution, ça va avec. Pour supporter? Pour supporter. Et donc là, pour supporter à la fois la prostitution, le changement d'identité. En plus, je vous apprendrai rien en vous disant que dans le milieu LGBT, dans les boîtes LGBT, etc., la drogue, c'est quelque chose qui circule beaucoup. Tous les facteurs étaient réunis, en fait. Et forcément, comme elle tient à présenter une image parfaite d'elle, même dans ses mensonges, elle va s'inventer des écoles prestigieuses, etc. Alors forcément, l'écart entre la réalité et ce qu'on a au final, il est immense. À la fin du livre, vous dressez le profil psychologique de Lucie.